Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Science et société. Fondé par Alain Fuchs et Dominique Desjeux. Et dirigé par Bruno Pequignot. Déjà paru. François Larose et Alain Jaillet, le numérique dans l'enseignement et la formation. Analyse, traces et usages 2009. Martine Quignot BENAMO, probabilité et statistiques aujourd'hui. Nouvelle édition 2009. Seuzin-Topsu, Cécile Quenaille, Katia SERRANOVELARDE, dire, savoir en débat. Perspective franco-allemande, 2008. Jean-David PONCI, La biologie du vieillissement, une fenêtre sur la science et sur la société, 2008. Michel Watley, Vivement 2050. Comment nous vivrons, peut-être demain 2007. Claude Durand, Les biotechnologies au feu de l'éthique, 2007. Bruno Pinel, Vieillir 2007. Régis MACHE, La personne dans les sociétés techniciennes 2007. Alain Guillon, Une mathématique de la personne 2005. Marie-Thérèse Cousin, L'anesthésie-réanimation en France, des origines à 1965. Tome 1, Anesthésie. Tome 2, Réanimation. Les nouveaux professionnels 2005. Feuman-Criqui, Les clés du nouveau millénaire 2004. Karine Aledo REMILLET, Malade, médecin et épilepsie, une approche anthropologique 2004. Claude Durand, Souladir, Regard sur les biotechnologies 2003. Présentation de l'ouvrage, Bernard Polleret. Il est banal de constater que la connaissance semble être devenue l'une des grandes priorités de l'époque. Depuis les années 1960, les sociologues ont mis en avant la notion de société post-industrielle Bell, 1973, Touraine, 1973, et ont attiré l'attention sur l'importance, dans ce contexte, du travail créateur. Beaucoup plus récemment, d'autres auteurs ont introduit les notions de société de l'immatériel, Gortz, 2003, ou de weightless economy, Coyle, 1998. Bon nombre d'économistes et d'analystes adhèrent à la perspective tracée par l'OCDE et présentée sous l'appellation de Knowledge Society qui est parfois une autre façon de parler de la New Economy. Comme en écho, les spécialistes du management s'engagent vigoureusement depuis quelques années dans la voie du knowledge management. Dans un registre voisin, la montée en puissance de certaines industries est présentée comme la manifestation quasiment paradigmatique de la valorisation d'activités essentiellement cognitives, les biotechnologies par exemple. Des entreprises revendiquent un statut de non-asset, c'est-à-dire d'entreprise sans actifs matériels, alors qu'un large mouvement d'externalisation conduit à l'avènement d'entreprises desquelles la base manufacturière a disparu, les holocorporations. De divers côtés, l'importance aujourd'hui reconnue à la connaissance et à celle de l'information qui lui est liée, se manifeste notamment au travers de discours rationalisateurs, d'outils et d'instruments destinés à lui donner un prolongement opérationnel. De nouveaux discours et récits justifiant de nouvelles pratiques ont émergé et ont été abondamment diffusés. Certains considèrent que cette priorité et les outils ou les dispositifs qui l'accompagnent constituent, en quelque sorte naturellement, une voie de progrès. Ils se posent en promoteurs de la société de la connaissance. D'autres se montrent sceptiques vis-à-vis des présentations apologétiques de ces nouvelles orientations et des mots d'ordre qui leur sont associés. Ils sont plus enclins à y voir selon les cas un effet de mode, la manifestation d'un pouvoir ou plus simplement, un phénomène complexe de caractère systémique. C'est dire que ces nouveaux discours et les pratiques qu'ils fondent doivent être étudiés et interprétés. Mais les transformations des sociétés contemporaines mettent en jeu d'autres dimensions. La mise en avant de la connaissance comme ce qui donnerait sens aux évolutions économiques et sociales actuelles, s'adosse en effet en partie à des objets ou des systèmes techniques spécifiques que, pour faire court, on peut assimiler à ce qu'on appelle les NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication. On y trouve non seulement les outils informatiques et de communication, mais aussi, par exemple, les consoles de jeux, les médias et tout ce qui relève des technologies de l'esprit. La puissance de calcul et la capacité de stockage de données s'amplifiant du fait des avancées techniques considérables effectuées dans le domaine des semi-conducteurs et de la programmation,
on a vu apparaître un certain nombre de possibilités techniques et industrielles radicalement nouvelles, avec leurs aspects négatifs comme leurs aspects positifs. Mais cette dimension technique de la connaissance ne se manifeste pas seulement au travers d'objets ou de dispositifs techniques, c'est-à-dire d'artefacts. Elle se manifeste aussi au travers d'une instrumentalisation des capacités, des compétences et du potentiel cognitif des acteurs économiques et notamment des salariés que l'on assimile désormais, pour une part significative d'entre eux, à des knowledge workers. La question de la nature et de la singularisation du travail cognitif est ici soulevée. De même qu'apparaît le thème de la marchandisation du savoir et du cognitif, ainsi que celui des nouvelles enclosures, c'est-à-dire des efforts des entreprises ou de groupes pour capter les rentes liées à la disposition de certaines connaissances. Le thème de la connaissance dans les sociétés avancées contemporaines rejoint donc celui des sociétés techniciennes. Les sociétés contemporaines se présentent en effet à la fois comme des sociétés techniciennes et des sociétés de la connaissance. On les qualifie de techniciennes parce que le progrès s'y conçoit essentiellement en fonction de la science et de la technique. Ce sont des sociétés de connaissance parce que celles-ci y constituent un enjeu majeur dans la compétition mondiale et pour le pouvoir. Ces deux caractères qui cohabitent entretiennent des relations ambiguës et complexes. D'un côté, les technologies de l'information et de la communication sont présentées le plus souvent comme des outils de traitement de l'information et de la connaissance. Ce qui déjà nous conduit à nous interroger sur le sens et la portée des dispositifs et des équipements proposés. Les technologies de l'information et de la communication seraient notamment à l'origine de la montée de l'immatérialité, c'est-à-dire de la capacité d'expression de la subjectivité et dans les entreprises, de la coopération productive. Mais la mise en place de machines, de procédures et de systèmes techniques encadre strictement la rationalisation d'un certain nombre d'activités de l'esprit, sinon la subjectivité même des salariés d'une organisation. Le sujet deviendrait alors un simple relais dans un processus codifié. De l'autre côté, on peut considérer que la centralité effective ou tendancielle de la connaissance procède d'un mouvement qui, dans son principe, ne doit rien à l'émergence des technologies de l'information. Ce que l'on peut justifier en évoquant la notion de société post-industrielle apparue dans les années 1960. Et puisqu'à l'époque contemporaine, le savoir serait devenu la principale force productive, les entreprises tendent aussi à penser leur place et leur dynamique en fonction de leur accès au savoir, de son appropriation et de sa maîtrise. Mais cela les place dans une situation difficile, compte tenu du mouvement de marchandisation de l'information et de la connaissance lié au développement de l'informatisation. Et les incite à renforcer leur investissement dans les technologies de l'information et de la communication. Les auteurs des contributions qui composent cet ouvrage s'efforcent d'élucider les places et la nature des relations qu'entretiennent aujourd'hui le développement technique, et notamment celui des TIC, et les activités cognitives. La condition et le statut du savoir ont-ils changé ? La conception moderne de la connaissance est-elle en retrait au profit d'une approche plus opérationnelle ? Les approches techniques contribuent-elles à des conceptions du savoir dans lesquelles les pratiques, les situations concrètes, les rapports du corps et des sens avec les processus cognitifs sont davantage pris en compte ou reproblématisés ? Quel rapport de pouvoir les techniques de l'information appliquées au savoir expriment-elles ? Le propos est doublement critique. Il s'agit de mener une analyse de certaines pratiques et de diverses manifestations d'une idéologie techniciste, dans un domaine particulier qui est celui des technologies de l'esprit, non de la technique en elle-même. Il s'agit également de revenir sur ce que certains considèrent comme l'une des priorités politiques de l'heure, la société ou l'économie de la connaissance. Quels sont les enjeux de la société de la connaissance ? Quelles en sont les dérives possibles ? Au-delà de cette mise en avant de la connaissance à laquelle certains associent implicitement une idée de progrès, n'assiste-t-on pas à l'avènement d'une société plus technocratique ? Ne peut-on pas observer en fait l'émergence d'un néo-capitalisme, que certains économistes baptisent capitalisme cognitif, qui serait la manifestation de la fin de la société industrielle ? Quels sont les problèmes et les tensions suscités par la place de plus en plus importante prise par la connaissance dans des contextes sociétaux,
institutionnelle ou organisationnelle qui demeure cependant encore, en partie, marquée par la société industrielle? Quelles sont les dimensions et les manifestations politiques de ces tensions, ou des débats que cet avènement ambigu de la connaissance fait naître? Cet ouvrage se compose de 2 parties. La première rassemble les contributions qui abordent la question de la relation de la technique, ou de la connaissance technique, avec le social. Pour les présenter, nous nous appuyons sur le thème de l'autonomie du social, ce qui permet de poser la question de l'hétéronomisation de la technique. Les contributions regroupées dans la seconde partie proposent une série d'analyses et d'interrogations sur la place et la signification de ce que l'on appelle l'économie de la connaissance. Que désigne cette locution? Comment se concrétise-t-elle dans l'espace social et dans les organisations? Les thèmes et les questions auxquels cet ouvrage est consacré furent abordés pour la première fois lors d'un colloque qui s'est tenu au Centre Panthéon de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en novembre 2004. Le titre de l'ouvrage est d'ailleurs le même que celui de cette conférence. 3 laboratoires de l'Université Paris 1 contribuèrent à l'organisation de cette manifestation. Le CETCOPRA, dirigé par Alain Gras, le CREDAP dirigé par Lucien Sfez et l'équipe ISYSMATISSE dirigée par Bernard Polleret. Une partie des contributions qui composent cet ouvrage est issue des conférences faites dans le cadre de ce colloque. Alain Touraine prononça la conférence d'ouverture de ce colloque. Le texte ci-après est tiré d'un enregistrement qu'il a bien voulu relire. Nous l'en remercions. Outre son thème, sur lequel nous allons revenir, l'une des originalités de la conférence de novembre 2004 était d'être d'emblée multidisciplinaire puisqu'elle rassemblait des économistes, des politistes, des sociologues, des spécialistes de la gestion et lors d'une table ronde, des ingénieurs occupant des postes à responsabilité dans des entreprises du secteur des télécommunications. Suite à ce colloque, et compte tenu de l'intérêt qu'il suscita, un séminaire régulier fut organisé avec le même titre entre janvier et juin 2006. La plupart des réunions se tinrent à l'École nationale supérieure des télécommunications, à Paris. Il fut organisé avec l'appui de l'Institut Télécom, de Télécom et Management, Sud Paris et de l'équipe ISYSMATISSE, Centre d'économie de la Sorbonne, UMR Paris 1 CNRS. L'autre ensemble de contributions composant cet ouvrage a son origine dans ce séminaire. Tous les textes ici rassemblés ont été retravaillés pour cette publication. Nous remercions tous les auteurs, ainsi que l'ensemble des personnes et des collègues qui, à un moment ou à un autre, ont apporté leur aide et leurs suggestions pour améliorer ce travail collectif. Enfin, nous remercions les institutions qui nous ont aidés dans l'organisation matérielle des manifestations d'où est issu cet ouvrage et dans le financement de sa publication. L'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Institut Télécom. Référence. Bell, D. The Coming of Post-Industrial Society. Basic Books, New York, 1973. Coyle, D. The Weightless World. MIT Press, Cambridge, Ma, 1998. Gortz, A. L'immatériel, connaissance, valeur et capital. Galilée, Paris, 2003. Touraine, A. Production de la société. Seuil, Paris, 1973. Les technologies dans les sociétés de connaissance 1, Alain Touraine. Je vois dans votre réunion la manifestation d'un intérêt pour les problèmes du travail et l'étude des rapports entre les sociétés de production qui me semble du meilleur augure. Vous vous rappelez qu'après la guerre, alors qu'il n'y avait de sociologie nulle part en Europe, pour des raisons faciles à comprendre, après la libération, durant la reconstruction, la sociologie, la réflexion sur les sociétés contemporaines s'est faite partout en Europe autour des problèmes du travail. La sociologie du travail a été la sociologie en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie et en France. Le cas de la France est un peu particulier car une personnalité de premier rang, George Friedman, s'est engagé. Il a été un peu le coordinateur de tous ces gens-là, et on peut dire que toute cette sociologie européenne ou internationale du travail s'est constituée autour de lui, et a rayonné, puisqu'elle s'est étendue en Amérique latine. Peut-être y avait-il des préjugés, une absence de réflexion profonde. On peut faire beaucoup de réserves quand des gens se trouvent lancés par les circonstances dans un champ de travail.
Aucun d'entre nous n'avait fait des études de sociologie. Certains avaient fait des études de philosophie, HEC, ou encore sortaient de l'Institut des sciences politiques. Tout cela a reposé sur plusieurs idées. Plus particulièrement sur une idée qui n'est pas fausse aujourd'hui, mais qui est dépassée. Cette idée était celle-ci. Le travail, les rapports de travail, l'organisation du travail et les rapports sociaux de travail, tout cela premièrement formait un tout, et deuxièmement tout cela avait un rôle fondateur pour l'ensemble de la société. Ce qui fait que le thème choisi généralement par tout le monde, spontanément, était celui des transformations du travail professionnel ouvrier. Des équipes sont allées dans les usines, dans l'enseignement, la chaussure. Dans des tas de domaines, sans oublier l'automobile. Tout cela, je le répète, reposait sur l'idée que je considère comme fondamentale pour la société industrielle. Le propre de cette société est que les rapports professionnels, techniques, organisationnels de travail ne sont pas séparables des rapports sociaux, de pouvoir, de domination ou de décision. Je veux dire par là, car c'est un grand enjeu, presque un enjeu central, que le propre de la société industrielle est de reposer sur le thème de l'organisation du travail, confère Taylor Ford. George Friedman avait fait des livres retentissants pour montrer que l'organisation scientifique du travail, à la Taylor, n'avait de scientifique que le nom. Ce qui est une observation capitale car cela veut dire qu'elle a une autre logique. Mon propre travail dans la première phase de ma vie a été consacré à une question importante à cette époque-là et qui l'est encore un peu. Qu'est-ce que la conscience de classe ouvrière ? Je suis parvenu à la conclusion qu'en France, aux États-Unis et dans d'autres pays, la conscience de classe ouvrière n'était pas le reflet des avatars ou des aventures du système capitaliste, mais qu'elle avait un sens par rapport aux acteurs eux-mêmes, qu'elle correspondait assez précisément avec l'invasion du domaine professionnel, de l'autonomie professionnelle par cette organisation, c'est-à-dire par une soumission de l'activité professionnelle à la recherche d'un profit défini en lui-même et séparément de l'activité professionnelle. C'est pour cette raison que dans tous les pays, c'est à peu près au même moment que tout cela s'est passé. Dans le cas de la France, dès le début du XXe siècle, des grèves ont eu lieu, notamment la grande grève dans les usines Renault en 1913 dans laquelle les plus grandes personnalités de l'histoire syndicale française ont joué un rôle essentiel. Cela a duré jusqu'en 1920, période à partir de laquelle les syndicats ont changé leur attitude et se sont montrés plus favorables à l'organisation scientifique du travail. En Union soviétique, c'est Lénine qui a décidé de se rallier à cela en changeant les noms et en lui donnant un côté épique. En même temps, ces rapports techniques de travail étaient des rapports sociaux. Nous avons gardé de cette période une littérature, une sensibilité politique, une nostalgie de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier qui doivent subsister. C'est une préhistoire très importante, car c'est une idée de base sur laquelle nous avons vécu pendant 20 ans. Pour terminer là-dessus, durant le grand boom qui suivit la libération, pendant la reconstruction, le travailleur, la CGT, le Parti communiste, De Gaulle, tout le monde pensait travail. Ce qui peut sembler étonnant dans une société qui aujourd'hui y pense si peu. Mais à cette époque on travaillait beaucoup, et on pensait beaucoup au travail. Les choses ont commencé à changer pour des raisons assez évidentes après 1968, ou dans les années 1960. On s'est dit que ce modèle industriel, qui est défini par le lien des rapports techniques professionnels avec des rapports sociaux, c'est-à-dire par l'existence d'un lien entre les rapports de classe et l'organisation des postes de travail, tout cela se termine à partir du début des années 1970. Depuis lors, les gens qui faisaient de la sociologie du travail n'ont à peu près plus rien fait et les études intéressantes sur le travail sont venues pour l'essentiel des économistes. On a alors commencé à parler de société post-industrielle, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Cela a été lancé dans un article et développé en 1969. Dès lors, on en est venu après cela à une nouvelle vision dominante qui est de dire que le monde de la production n'est plus le monde de la production et des rapports de production. C'est le monde de la communication, plus exactement de l'information et de la communication. Et à ce moment-là, je dirais qu'il y eut deux grandes idées qui ont éclairé cette période de l'histoire. La première tient en un mot, Networks, et j'espère que vous avez tous lu Manuel Castells qui est devenu une grande vedette aux États-Unis avec son livre en 3 volumes. Le premier parle de cette société de la communication, et la première idée, très prégnante,
et que l'unité de production n'est plus l'entreprise et encore moins l'atelier. C'est le réseau, c'est-à-dire théoriquement un ensemble sans centre. On a évidemment donné une importance toute particulière à un type de réseau qui vient de dominer notre monde depuis 20 ans, c'est l'ensemble des réseaux financiers. Vous voyez à quel point on est loin du travail, avec essentiellement le phénomène qui est la possibilité de transporter l'information en temps réel. On a là un monde complètement nouveau, avec des décideurs qui sont des traders ou autres. J'ajoute, et ceci est capital, la formidable transformation des entreprises. Il faut lire le livre classique de Robert Reich sur ce sujet. En quelques années, les entreprises de 500 000 personnes sont passées à 40 000 personnes avec les phénomènes d'externalisation. Cela a bouleversé tout l'appareil de production. Ce sont des millions de personnes qui ont été affectées par le phénomène de la globalisation, et donc des délocalisations. Sur l'aspect sociologique des choses, la sociologie de la société de l'information et de la communication, nous avons, Manuel Castells, moi-même et d'autres, affirmé le contraire de ce que je disais tout à l'heure de la société industrielle, à savoir que l'organisation de la production n'avait plus rien à voir avec les rapports sociaux de production. Ou pour dire les choses autrement, que dans cette société la flexibilité était totale et qu'il n'y avait plus de déterminisme technologique. Dans les sociétés post-industrielles, il n'y a pas de déterminisme technologique, comme il y en a encore dans la société industrielle. Dans la société de la communication, la nature du téléphone ne détermine pas ce que vous dites au téléphone. D'une certaine manière, il n'y a pas de société de l'information et de la communication. Il y a des ensembles, des espaces, des territoires, des lieux où il y a de l'information, des ordres de traitement de l'information. Il y a des entreprises transfrontalières, transnationales, et il n'y a pas de forme d'organisation sociale. Quand vous informatisez une entreprise d'assurance, il y a une énorme variété de modes d'utilisation des mêmes matériaux d'information que vous pouvez concentrer ou déconcentrer, et qui ne sont absolument pas liés à la technologie, mais à des modes de gestion, à un début de globalisation. Jusqu'à ne garder qu'un état-major formé, d'après ce que dit Reich, de ce qu'il a appelé des manipulateurs de symboles. Qu'ils soient des informaticiens, des économistes, des tout-puissants du monde actuel et puis les décideurs. Voilà, si vous voulez, un élément de rupture qui est tout à fait capital. Il y a même des gens qui ont pensé qu'il y avait une culture qui avait changé. De la même façon que Max Weber avait parlé du rôle du protestantisme, de l'austérité, un des grands réseaux informatiques américains Linux a publié un livre qui dit « Nous avons nous une autre culture, une autre morale qu'ils ont appelée enjoyment, qui veut dire que l'on travaille pour le plaisir de la création, l'expression de soi. » Voilà quelque chose qui est ce dans quoi nous vivons, qui est devenu une sorte d'évangile pour nous. La communication, l'information sont des buts en soi. On peut revenir à Émile Durkheim. Si vous aviez à définir ce qu'est la modernité, c'est la masse et la rapidité de l'information qui s'échangent. La quantité et la nature des moyens de transport et de production de l'information sont ce qui divise. Est-il vrai que notre société doit être considérée essentiellement comme une société d'information et de communication ? Manuel Castells pense comme moi que cette définition est devenue largement insuffisante pour une raison très importante. La vie sociale n'est plus évaluée, n'est plus mesurée, jugée en des termes qui concernent les acteurs. Pour la société industrielle, on parlait d'exploitation, de productivité, d'organisation, de division du travail, bref, les mots concernaient les gens. Aujourd'hui, on fait comme si le monde des networks se jugeait, se gérait par lui-même et que le monde des gens en était complètement séparé. Cette idée est si importante que je pourrais en parler toute la matinée. C'est la grande caractéristique du monde d'aujourd'hui. Le monde de l'objectivité économique est complètement séparé du monde subjectif, social, politique et culturel. C'est la première fois. Plus de social, plus de rapports sociaux. Tel est le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on pense. Ce sont les catégories avec lesquelles on pense. Quand je parle de mon travail, de cette image socio-économique dont nous avons hérité, l'histoire économique et sociale reposait sur l'idée que l'économique et le social sont liés. Or voilà que nous sommes dans un monde qui est dominé par ce grand déchirement, et par la suppression de tous les intermédiaires,
de toutes les institutions. C'est pourquoi l'entreprise n'est plus guère une institution. D'ailleurs, la tâche sociale de l'entreprise consiste essentiellement à mettre des gens à la porte. D'un autre côté, vous et moi ne sommes plus définis par notre activité professionnelle. On nous définit plus couramment par notre sexe, notre origine ethnique, notre appartenance religieuse ou notre goût pour tel ou tel sport. On est passé d'une société fondée sur le travail et unifiée par des catégories socio-économiques, à un monde où il y a d'un côté une forte pensée libérale, et de l'autre, des références nombreuses à la psychologie. Entre les économistes et les psychologues, les sciences sociales ont pratiquement disparu. Beaucoup de travaux que faisaient les sociologues sont passés aux économistes qui les font mieux. La question que je voulais poser est celle-ci. Est-ce uniquement comme cela qu'il faut penser nos sociétés, ou est-ce que cela fait sens de revenir à une définition de notre société comme ayant des objectifs de production qui sont liés à des structures sociales de telle manière qu'on revienne au triangle initial enjeu de production et d'organisation, et rapports sociaux lutte sociale sur l'utilisation de cette production et des modèles, des choix moraux ou sociaux? Le problème que je vous soumets est le suivant. Quel rapport faut-il établir entre la définition de la société comme une société de l'information et de la communication, et une autre formule, un autre mode d'analyse qui un peu plus récemment a connu un gros développement, l'idée de société de la connaissance. Je trouve que le terme Knowledge Society a un intérêt, et il a ma préférence par rapport à Information Society. Pourquoi? Parce que matériellement, tout ce qui relève de la production, utilisation, transport, enseignement, connaissance, le monde universitaire étudiant scolaire, c'est-à-dire quand même d'abord la connaissance, n'a cessé de croître. Dans tout cela, on relève l'extrême importance de la gestion de la connaissance pour le niveau général de la productivité d'un pays. Quand on réfléchit à la situation de l'Europe par rapport à celle de la société américaine, on se pose la question de savoir où sont les différences. Dans bien des domaines technologiques, l'Europe, et en particulier la France, sont au même niveau que les États-Unis. Au niveau de la connaissance, il y a deux facteurs de la supériorité américaine qui jouent à fond. Premièrement, une extrême efficacité de la production de la connaissance, selon les modèles modernes qui sont des modèles anglais à l'origine. Aujourd'hui, tout ce qui est interaction entre les sciences de la nature, l'écologie, l'histoire, les sciences sociales, le droit, se fait mieux aux États-Unis qu'en France et aussi dans d'autres pays européens, surtout en Suisse. Les Français ne croient pas à la connaissance. La recherche en France est pauvre. Le pire est que les universités sont misérables. Dans les universités de second rang aux États-Unis, il y a des bibliothèques avec 3 ou 4 millions de volumes. La deuxième chose qui est essentielle, qui est la clé du succès, c'est le système des grandes universités qui attire le monde entier. On trie les gens. Ceux qui ne sont pas très bons sont renvoyés. Ils vont développer des systèmes sur place. Mais les meilleurs, on les garde. Et dans les grands centres de recherche américains, il n'y a pas d'Américains. Il y a eu une revendication des étudiants américains pour avoir des quotas pour rentrer dans les écoles de computing, car il n'y avait que des Japonais et des Coréens. Cette machine à pomper l'intelligence est quelque chose de fabuleux. La connaissance, avec ce que cela veut dire de contenu politique, de relations, ce n'est pas la même chose que le monde des moyens devenus fins comme l'information et la communication. Il y a ici un enjeu, c'est-à-dire que nous devons repenser une grande partie des problèmes sociaux en termes de gestion de la connaissance. Aujourd'hui par exemple, si vous faites de la sociologie du développement, nous assistons à un formidable rapprochement entre les études économiques et les études sociales. Les travaux d'Amartya Sen sont des travaux d'une toute autre nature. La pensée de Sen est dominante. Par exemple, le mot capability ou niveau de vie, tout cela est redéfini. Nous vivons dans un monde qui n'est plus défini par les économistes, uniquement en termes économiques. Avec la connaissance, vous retrouvez les acteurs. Prenons un problème simple qui préoccupe tous les gouvernements. Le nombre des étudiants en sciences diminue. Il y a un rejet de la grande entreprise, et puis une envie de liberté d'invention. En même temps, lors d'un colloque, l'idée générale qui était sortie était « Il faut mettre sur le même plan les sciences fondamentales, les sciences appliquées et les sciences impliquées.
Ce thème est plus sorti des États-Unis que de l'Europe. La science devrait guérir le racisme, l'antisémitisme, la misère. Pourquoi la connaissance n'est-elle pas plus utilisée pour des problèmes comme l'exclusion, qui ne sont pas des problèmes moraux mais politiques? Ce que je souhaite, c'est que nous redéfinissions notre société comme étant une société de production de connaissances, de la réflexion, c'est-à-dire de l'action sur soi. Prenez l'exemple de Georges Charpak, qui essaye de sortir les enfants des ghettos à coups de mathématiques. On prend la connaissance et on en fait un instrument de formation de soi, de lecture de la société. Nous sommes revenus, je l'espère, à une société qui produit et utilise la connaissance pour le meilleur et pour le pire, et doit prendre des décisions politiques et morales là-dessus. Les problèmes qui occupent le Parlement, à part transposer les directives de Bruxelles, ce sont des problèmes politiques et moraux. Notre société est centrée là-dessus. Réapparition d'un moment de la pensée de la vie et de l'action, où l'on remet ensemble l'économique et le social. Est-ce que nous sommes dans un monde social vidé, purifié de communication où il s'agit d'efficacité? Ou bien, est-ce que nous sommes dans une société où il y a des choix de politique qui sont des politiques de production? Ce que je suggère, en renversant les mots, c'est que dans une société de connaissances, il faut s'occuper des problèmes de technologie et de communication. Nous sommes dans un moment où les problèmes dont dépend notre avenir sont les problèmes de la création, de la modélisation, des choix touchant la connaissance, la production, la diffusion, l'utilisation morale et politique de la connaissance, et c'est autour de ce thème-là que doivent se retrouver les différentes composantes de la science sociale. Technique et connaissance, Bernard Polleret. La connaissance est aujourd'hui le foyer de toutes les attentions. Que l'on soit économiste, spécialiste de management, sociologue, juriste ou politiste, force est d'admettre qu'elle occupe maintenant une place importante, sinon centrale, dans les sciences sociales. La relation entre technique et connaissance va être ici introduite, et discutée principalement à partir d'arguments économiques. Cette démarche ne s'explique qu'en partie par le fait que l'économie est la discipline de rattachement de l'auteur de ces lignes. Elle se justifie principalement par le fait que l'économie joue un rôle pivot dans la relation entre technique et connaissance. Sur un plan pratique et politique d'abord, la science, la technique et l'éducation occupent une place essentielle dans le développement et la croissance. La Déclaration européenne de Lisbonne de 2000 est l'illustration peut-être la plus convaincante et la plus symptomatique de l'existence d'une stratégie volontariste de mobilisation de la connaissance en faveur de la croissance et de la compétitivité. 2. Sur un plan plus historique, le point de vue économique peut être justifié par l'emprise de la révolution néolibérale et par sa place dans les évolutions en cours, laquelle se manifeste notamment au travers d'une transformation et d'un élargissement de l'emprise du processus de valorisation économique. Or, l'analyse de la relation entre technique et connaissance illustre cette emprise en même temps qu'elle en exprime un effort d'extension significatif. C'est donc à partir d'un point de vue économique que l'on peut aborder de façon pertinente ce qui constitue l'une des manifestations significatives de la prééminence de la raison instrumentale dans les sociétés contemporaines. Sur le plan théorique, il n'est guère nécessaire d'insister sur le fait que la technique a toujours occupé une place centrale dans l'analyse et le raisonnement économique, même si l'approche en fut pendant longtemps plus implicative qu'explicative et historique. On sait moins que les efforts fournis par les économistes pour, dans les années récentes, donner un socle conceptuel et théorique à la compréhension du rôle économique de la connaissance sont très importants. Polleret, 2003. Pour toutes ces raisons, les économistes occupent une place privilégiée pour étudier de façon critique la façon dont la connaissance a émergé et se présente comme phénomène de progrès et de développement, à quelles conditions et au prix de quelles apories. Car ce qui nous mobilise ici, c'est moins l'exposé de la contribution des économistes à la prise en compte de la place et du rôle de la connaissance, en liaison avec la technique, que l'application d'un point de vue critique de la façon dont tout cela est conçu et fondé scientifiquement. C'est parce que l'économique semble jouer un rôle essentiel dans la construction qui conduit à assigner une certaine place à la connaissance dans les sociétés contemporaines, que l'on peut qualifier de technicienne, qu'il convient de repartir de l'économique pour en examiner les fondements. Dans leur entreprise de conceptualisation, voire de naturalisation de la connaissance,
les économistes ont été confrontés à plusieurs défis pratiques et théoriques. Sans être absolument nouveaux, le principal d'entre eux, celui d'une analyse économique de la connaissance et corrélativement, de l'information, revêt aujourd'hui une importance particulière. Les premiers essais dans ce domaine remontent aux années 1960 avec plus particulièrement un article fondateur écrit par Kenneth J. Arrow. Cette réflexion sera relancée dans les années 1980 à partir des théories de la croissance endogène et du courant évolutionniste. La distinction entre connaissance tacite et connaissance codifiée, introduite par Michael Polanyi, jouera un rôle essentiel dans ce renouvellement au cours des années 1990. Les contributions des économistes qui participent, dans le sillage des apports que nous venons d'évoquer, à l'émergence de ce qu'on appelle couramment l'économie de la connaissance, reposent sur des principes qui, selon nous, prêtent le flanc à un certain nombre de critiques essentielles. Si bien que cette économie, dont on ne sait pas trop si l'on désigne par là un domaine d'analyse ou une théorie particulière, est en réalité, telle qu'elle est souvent présentée, une construction épistémologiquement mal assurée. On peut d'ailleurs se demander si elle n'a pas une fonction idéologique, fonction qui ne serait ni volontaire ni délibérée, et qui consisterait en la création d'un schème conceptuel et théorique grâce auquel la connaissance et l'information pourraient être considérées comme des marchandises, c'est-à-dire comme des objets échangeables s'intégrant naturellement dans le contexte de relations de marché. Nous n'allons pas établir ici un inventaire des positions et des démarches constitutives de l'économie de la connaissance. Une telle démarche mobiliserait beaucoup d'efforts, alors que l'on peut limiter notre propos à un examen critique et à l'interprétation, que nous estimons convenable, des apports des deux auteurs auxquels se réfèrent la plupart, sinon la totalité des chercheurs travaillant dans ce domaine, Arrow et Polanyi. Prenant le problème d'un peu plus loin, nous n'aborderons pas directement et immédiatement le thème de la conceptualisation de la connaissance en économie. Celle-ci est en effet souvent traitée par les économistes dans des termes très voisins de ceux qu'ils appliquent à la technique. 3. Ainsi, dans son article fondamental de 1962, Arrow assimile invention et production de connaissances. 4. Et l'invention dont il traite est celle qui permet une innovation de procédé, c'est-à-dire une technique nouvelle. L'objet principal de l'article est en réalité de montrer que la notion de connaissance est utile, sinon nécessaire, malgré certaines limites, pour comprendre une économie dans laquelle l'invention occupe une place significative. Notre principe d'analyse est que l'économie de la connaissance, telle qu'elle est conçue et comprise par une partie des économistes, est une sorte de perfectionnement, voire d'achèvement de l'économie de la technique. Si l'on ne saisit pas ce lien, on ne peut pas comprendre pourquoi les économistes à l'origine de ce courant subdisciplinaire produisent une conception particulière de la connaissance qui s'écarte sensiblement de la façon dont cette notion est abordée et comprise, en philosophie et en épistémologie notamment. Quelle est l'origine de ce lien ? Comment justifier et expliquer notre principe d'analyse ? La réponse est que sans que cela soit explicite, les économistes inscrivent en fait leur démarche dans la perspective d'une société technicienne. La croissance et le développement économique sont étroitement associés au développement technique. Si l'on convient de caractériser les sociétés techniciennes comme des sociétés dont l'évolution repose principalement sur des facteurs techniques, et dans lesquelles l'accroissement de la productivité constitue une préoccupation centrale, on peut alors considérer que l'horizon d'analyse de la majorité des économistes est constitué par de telles sociétés. Tel est bien le cadre dans lequel se situe Arrow. L'organisation capitaliste des économies modernes explique d'ailleurs, de façon déterminante selon certaines approches, le rôle de la technique. C'est parce qu'il privilégie la technique comme l'une, sinon comme la principale dimension du changement en économie, qu'une partie des économistes suggère une conception de la connaissance qui reflète ce point de vue. Le fait que la connaissance dont traitent en général les économistes est souvent celle incorporée dans les dispositifs techniques, semble servir de matrice à la conception économique de la connaissance. Dans la première section de cet essai, nous allons préciser le statut de la technique et son instrumentalisation par l'économie. Nous caractériserons la conception de la technique que produisent les économistes. Ce qui fournira une explication et une justification de la façon dont est abordée la notion de connaissance.
La seconde section sera consacrée à l'examen critique de la manière dont une partie des économistes conceptualise celle-là. L'alliance de l'économie et de la technique. Les développements, les rythmes d'avancement et les extensions des comportements et des opérations relevant de l'économie et de la technique semblent étroitement liés et se réalisent de concert. Nous pouvons caractériser cette relation en recourant aux notions de corrélation, de convergence ou encore de connivence, pour reprendre le mot introduit par Jean-Yves Goffy 2006. La notion d'alliance nous semble finalement mieux adaptée pour refléter la profondeur et le caractère coévolutif des deux sphères. Si ces deux champs de la praxis que sont l'économique et la technique entretiennent des relations fortes, il ne saurait être question de les confondre. Ce qui explique en partie l'enjeu central de l'analyse qui va suivre, celui du contrôle de la technique. L'économique tend en effet à instrumentaliser la technique. La question est de savoir comment. Si l'on pose la question de savoir pourquoi, la réponse est plus délicate. Mais la conséquence, recherchée ou non, nous paraît claire. En instrumentalisant la technique, l'économique en justifie le développement et fonde en quelque sorte sa légitimité quoi qu'il arrive. Si bien que l'on peut dire de cette instrumentalisation de la technique par l'économique, qu'elle a une fonction idéologique. Nous évoquerons plus loin certaines théories économiques, dans lesquelles la technique semble plutôt dominer l'économie. Mais leur interprétation, nous le verrons, est plus ambiguë qu'il y paraît. Afin d'éviter une confusion, nous substituerons le plus souvent la notion de subordination à celle d'instrumentalisation. Celle-ci ne concerne d'ailleurs pas seulement les rôles relatifs que l'on fait jouer aux deux sphères, économique et technique. Il existe aussi une subordination conceptuelle, en ce sens que les économistes recourent à une représentation fonctionnelle de la technique, et caractérisent le monde technique uniquement au travers des variables et des paramètres correspondant à leurs besoins analytiques. De ce point de vue, la création de la notion de fonction de production constitue une innovation conceptuelle majeure. Il en résulte que la technique, comme la connaissance, n'est pas véritablement considérée en elle-même. Nous assistons à une subordination, et à un véritable accaparement épistémologique. Nous allons exposer deux catégories de justification, de l'alliance de l'économique et de la technique. La première consiste à observer la parenté sinon l'identité, des logiques de rationalité qui fondent ces deux types de pratiques. La seconde consiste à recenser quelques-uns des comportements ou des mécanismes qui, hors du cadre de la rationalité instrumentale, peuvent rendre compte de l'emprise de l'économique sur la technique. Pour chacune d'elles, nous présenterons les implications quant au statut et à la nature de la technique en économie. La technique et l'économique abordées comme activité rationnelle. L'activité technologique et l'attitude technicienne procèdent d'une conduite rationnelle fondée sur la recherche du meilleur parti des moyens utilisés. Le problème technologique proprement dit est d'obtenir le maximum d'efficacité, c'est-à-dire de façon telle que la chance d'obtenir cet effet soit la plus grande possible. Ladrière, 1977, page 59. Elles sont donc analogues dans leur principe à l'action économiquement rationnelle qui consiste, selon la conception utilitariste, à déterminer l'usage optimum des moyens disponibles en fonction des objectifs fixés et des contraintes. Dans ces conditions, le fait que le développement économique et le développement technique aillent de concert ne devrait pas étonner, bien au contraire, du moins au niveau microéconomique. Mais si cette correspondance semble peu discutable dans son principe, il convient de ne pas en faire un absolu. D'abord, l'exigence rationnelle ne se pose pas exactement dans les mêmes termes dans les deux domaines puisque dans un cas, on tient compte d'une efficacité opératoire, souvent matérielle, alors que dans l'autre on raisonne en fonction de la rareté des moyens disponibles. Cette différence est parfaitement visible dans le schéma microéconomique de base, dans lequel le calcul économique de l'entreprise est représenté par la recherche d'une solution de tangence entre une droite de coût, exprimant les raretés relatives des facteurs substituables, et une famille d'isocans représentant la frontière efficace des possibilités techniques. Si la logique économique et la logique technique sont de même nature, elles s'appliquent à des objets différents et relèvent d'univers de contraintes distincts. Dans cette représentation théorique, chaque sphère a sa logique et son espace propre, de sorte que nulle interférence n'est envisageable en dehors de la tangence. Ensuite,
ni l'économique ni la technique ne se présentent spontanément et totalement comme procédant de la mise en relation de fins et de moyens. L'investissement dans une technique, tout comme la conduite économique utilitaire, repose sur des ajustements permettant d'atteindre une fin qui déborde et se situe au-delà du calcul. La conduite technique est un moment d'une autre conduite, elle est un prélèvement. Dumont, 1970, page 276. Nous retrouvons ici la distinction weberienne entre la rationalité en finalité, ou instrumentale, et la rationalité en valeur, qu'il ne faut pas considérer comme absolue. La rationalité de l'acteur n'est pas tout entière contenue dans une rationalité instrumentale. Ce qui implique, d'une part, que la rationalité instrumentale ne peut pas toujours expliquer seule les comportements économiques ou les activités techniques. D'autre part, on ne peut écarter la possibilité d'une interférence entre les deux sphères pourvu que l'on accepte de sortir du cadre strict de la rationalité instrumentale. Nous reviendrons sur ce point ci-dessous. Il n'en demeure pas moins, pourra-t-on penser, que dans le schéma microéconomique de base, la logique économique intervient comme outil de sélection entre des possibilités techniques données. Ce qui lui confère le pouvoir ultime de déterminer celle qui sera mise en œuvre. Il est cependant difficile d'affirmer sans réserve que l'économique a le dernier mot, et subordonne la technique à sa rationalité. Car si l'économique opère le choix ultime, celui-ci est totalement contraint par les possibilités offertes, c'est-à-dire par la technique. Mais le raisonnement dont nous faisons état est statique. Les possibles techniques sont par construction supposées données et fixes. L'approche statique présente toujours l'inconvénient de rendre opaque le sens dans lequel jouent certaines relations. L'analyse change lorsque, raisonnant en dynamique, on introduit la capacité d'intervenir sur les possibles techniques et que l'on pose la question de savoir d'où vient le progrès technique, c'est-à-dire un nouveau champ de possibles. En termes de choix économiques, c'est la rationalité des choix de R&D et l'efficacité des activités engagées en vue de l'invention et de l'innovation qui sont en cause. Les économistes rationalistes ne craignent pas, dans des situations nettement incertaines, de s'en remettre à des logiques d'optimisation, probabilistes ou non. Parmi les plus représentatives d'un excès de rationalité instrumentale, on trouve la théorie de l'investissement induit telle qu'elle fut développée théoriquement par Charles Kennedy, 1964. Elle consiste à appliquer l'analyse marginaliste à la production du progrès technique et à lui donner un prolongement dynamique. Ce que Kennedy réalise en postulant l'existence d'une courbe des possibilités d'innovation. L'économique semble avoir finalement le dernier mot, mais au prix d'une hypothèse héroïque de connaissance certaine des nouveaux possibles que rien, au plan des comportements et des pratiques des agents, ne peut venir justifier, Elster, 1983. De ces constructions théoriques auxquelles se livrent les économistes attachés à un point de vue rationaliste, on peut tirer au moins deux conséquences quant au statut de la technique. A. La technique n'est guère un objet d'étude en soi en dehors des performances économiques qu'on peut lui associer. B. La rationalité économique et la rationalité technique se confortent et se mêlent étroitement. Malgré les différences, ou même à cause d'elles, puisque les deux champs sont complémentaires et non en concurrence. La technique est cependant instrumentalisée par le système économique. Si bien qu'appliquée, sinon imposée, à la technique, au point de garantir en quelque sorte son contrôle, la rationalité économique conduit à deux inférences. A. D'une part, toute technique mise en œuvre peut être considérée ipso facto comme la conséquence ou la manifestation d'un choix rationnel. Elle est donc toujours rationnelle. B. D'autre part, dans une économie concurrentielle où les agents décident rationnellement principalement en fonction des signaux du marché, le développement technique contribue au bien-être individuel et collectif. Un certain nombre de difficultés peuvent certainement être relevées, externalités, problèmes des biens collectifs. Mais souvent, dans le contexte de l'économie orthodoxe, ces défaillances du marché nuancent plutôt qu'elles ne remettent en cause la philosophie générale. Le marché, réel ou virtuel, demeure la référence. La technique dans les approches ne faisant pas appel à la rationalité instrumentale. Il ne faudrait pas déduire de ce qui précède que le développement de la technique, dans les sociétés modernes, est simplement et uniquement le résultat d'une convergence de rationalité. Il existe des explications possibles du développement technique, en dehors du cadre de la rationalité instrumentale ou formelle.
Se situant au niveau macroéconomique, des économistes suggèrent l'existence de tendances ou de propensions pouvant expliquer un développement systématique de la technique. Parmi celles-ci figure la substitution du capital au travail, qui traduit une intensification de la technique et pas nécessairement une extension de son domaine. Mais les changements techniques associés, qui vont dans le sens de l'automatisation des processus productifs, peuvent intégrer une part de progrès technique. L'une des théories en question est celle de l'investissement induit, non dans la forme évoquée précédemment, mais dans sa forme d'origine qui s'exprime au travers d'une conjecture énoncée de la façon suivante par John Hicks, 1932. Une modification dans les prix relatifs des facteurs de production constitue par elle-même un stimulant à l'invention, et à une invention d'un genre bien déterminé. Une invention qui économise le facteur devenu relativement rare. Cette conjecture échappe subrepticement à la rationalité instrumentale, et l'on peut en partie la considérer comme une aporie. Le débat a sa source dans la locution incidente, par elle-même. Celle-ci laisse en effet entendre l'existence d'une liaison causale telle que si le prix du travail augmente, par exemple, cette modification suffit à susciter une innovation permettant d'économiser du travail. 5. Lorsque le prix du travail augmente, les entreprises mettraient automatiquement en place des procédés de production nouveaux substituant davantage de capital au travail. Mais logiquement, l'induction envisagée par Hicks est inconcevable dans la théorie néoclassique. L'entreprise n'y est pas motivée par l'évolution du prix d'un facteur. Ce qui la préoccupe, c'est la réduction du coût total. Par conséquent, n'importe quelle nouveauté technique réduisant le coût total est la bienvenue. Qu'elle se traduise par une réduction du coût total du travail ou une réduction du coût du capital. L'hypothèse marxiste de l'augmentation de la composition organique du capital exprime d'une toute autre façon une idée voisine, mais dont l'ancrage historique et théorique est plus fort. Elle fournit une conjecture identique en ce qui concerne la tendance, la substitution croissante du capital au travail et le développement de l'automatisation. Mais la raison avancée se présente dans des termes très différents, puisque l'objectif est d'accroître la plus-value. Ces deux rappels théoriques suggèrent l'existence d'un gradient naturel d'évolution technique du capitalisme. On y retrouve également l'idée d'une subordination de la technique à l'économique. Selon la théorie de l'investissement induit, l'orientation du progrès technique serait déterminée par les forces du marché et plus particulièrement par les hausses de salaire. Par contre, chez Marx, l'argument serait plutôt inverse. Ce n'est que lorsqu'il y a surabondance de force de travail que la machine intervient pour remplacer le travail. Ce sont les rapports de production qui sont à l'origine de la substitution du capital au travail, et non les prix relatifs des facteurs de production. Il faut d'ailleurs observer à ce propos que la technique n'est pas seule en jeu car les améliorations matérielles, même lorsqu'elles portent sur des opérations productives, doivent, pour être pleinement efficaces, être associées à des améliorations organisationnelles. Or celles-ci ne s'interprètent pas nécessairement sur un mode d'optimisation, et le principe d'un one best way a été souvent relativisé à leur endroit. Ces techniques sociales ne sont pas instrumentalisées de la même façon que la technique matérielle dans les modèles microéconomiques. On est là dans le domaine de l'organisation et des relations humaines. Ce qui illustre non seulement l'une des limites de la rationalité instrumentale, mais aussi la nécessité d'une approche multidisciplinaire. Venons-en maintenant au niveau microéconomique. À ce niveau également, il existe des approches non rationalistes du développement technique. Nous pouvons en évoquer rapidement deux. Les phénomènes émergents, et plus particulièrement ceux qui se traduisent par des propriétés contre-intuitives, constituent une catégorie intéressante sur laquelle les sociologues se sont déjà penchés, Boudon 1979. Dans le domaine de l'analyse économique de la technique, un exemple fameux a été fourni par W. Brian Arthur et son analyse dynamique du choix entre deux standards. 6. Le modèle proposé démontre l'irrationalité collective résultant de la façon dont dynamiquement s'enchaînent les choix successifs des consommateurs. On peut parler d'irrationalité dans la mesure où ce n'est pas la technique jugée la meilleure, dans l'absolu, qui devient majoritaire. Car c'est la technique considérée comme n'étant pas la meilleure initialement qui peut finalement, au terme du processus de diffusion, être celle qui est préférée,
bénéficiant des rendements croissants créés par sa diffusion, Arthur, 1989. Cette construction, très séduisante intellectuellement, montre que l'évolution vers la domination d'un standard procède d'un mélange d'aléas et de rationalité utilitariste individuelle. L'un des exemples parmi les plus connus d'absence de rationalité instrumentale est celui du comportement entrepreneurial. L'entrepreneur, d'après l'analyse originale de Schumpeter, est tout sauf rationnel, au sens de la rationalité instrumentale économique. Sa rationalité est plutôt une rationalité en valeur. C'est le dépassement de soi, l'héroïsme de la confrontation à l'incertitude absolue, la volonté de faire partager ses convictions, l'entraînement de compagnons dans une aventure industrielle et commerciale qui détermine son comportement. Le rapport à la technique est analogue à celui du producteur de l'analyse microéconomique. Il existe un stock d'inventions disponible. La première fonction de l'entrepreneur est d'imaginer le produit ou le procédé nouveau qu'une certaine invention permettra de réaliser, et de sentir les débouchés commerciaux correspondants. La sphère de la technique, de l'invention, est indépendante de celle de l'économie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.